boîte à merveille de Sfraoui, réclamant sa différence des autres du fait que pratique des jeux vulgaires alors que lui s'adonne à la rêverie. À Moulay Idriss se produit le même fait puisqu'il s'aventure dans le temple dans un tête-à-tête avec le saint patron de la ville. Enfin, malgré son jeune âge, il s'engage dans une réflexion philosophique sur la temporalité dans les lieux du culte. Comment se fait-il alors que dans ce lieu censé offrir une ambiance, la matérialité temporelle de la vie, dans ce lieu censé offrir une ambiance atemporelle, des horloges ronronnent partout, rappelant à chaque moment la matérialité temporelle de la vie. La même réaction est remarquée lors d'une Zahra au bord de Bab el-Hadid et lors des guerres entre les quartiers, puisqu'il s'en abstiendra, expliquant qu'il fera preuve d'une attitude de non-violence. Sans parler des moments de rêverie dans lesquels il fait une élévation à la Baudelaire dans les cieux de Fès, ayant parcouru les venelles de Fès avec son regard d'enfant à la recherche de poésie. L'enfant, contrairement à ceux qui n'ont que l'horizontalité pour observer l'activité de ce semblable, lui, il montrera sur les terrasses pour découvrir le spectacle des femmes. Ces tableaux inaccessibles au mâle adulte sera l'apanage de l'écrivain poète apprenti. Ainsi, à travers les deux axes que j'ai développés, à savoir la réinvention de l'enfance, et puis par le fait que Namous est une figure représentative de l'auteur, j'ai essayé de développer, ou plutôt de mettre en rapport entre les instances, c'est-à-dire les différentes instances, à savoir l'instance octorale, l'instance narrative et le personnage, pour montrer que, quoique écrite voilà à la troisième personne, cette œuvre fait partie de l'écriture du moi, à travers laquelle l'abbé essaye de tracer un rapport, plutôt un cheminement direct entre le poète et l'auteur qu'il est, et l'enfant dont il est question dans cette œuvre. Et merci. Merci Abdelhak pour cette communication très collée au texte et qui nous donne des détails très précis sur les personnages, sur le rapport entre le côté personnel, même si c'est de manière oblique, de l'abbé et puis le personnage Namous. En tout cas, je suis sûr que pour ceux qui n'ont pas encore lu ce roman, ça leur donnera envie de le lire. Alors, je passe tout de suite à la troisième communication. Merci aussi beaucoup pour le temps, parce que tu as battu vraiment le record. J'ai laissé deux paragraphes. Vous me facilitez vraiment la tâche, donc c'est super. Ahmed Aziz Houdzi, c'est un doctorant. Il prépare une thèse sur l'hybridation culturelle et axiologique dans le roman marocain francophone de la nouvelle génération. D'ailleurs, c'est un travail qui s'inscrit dans une continuité par rapport à son mémoire de master qu'il a consacré au conflit des valeurs dans le roman marocain de la nouvelle génération. Il va nous parler aujourd'hui justement d'une partie de son travail de recherche en train de s'élaborer, c'est l'hybridation culturelle dans le roman marocain francophone contemporain. À toi la parole. Merci, M. Zekli. Je tiens tout d'abord à remercier les initiateurs de ce colloque, et à leur tête, M. Khalid et M. Anwar. Ma communication présente une réflexion sur le processus d'hybridation culturelle à l'œuvre dans le roman marocain francophone. Qu'il soit intentionnel ou involontaire, nous postulons qu'il se décline selon des mécanismes récurrents et tend à se constituer en une esthétique de dévoilement où les contours identitaires, les points de contact et les lignes de partage entre le même et l'autre sont constamment mis en examen. Ce travail donc vise à mettre en lumière quelques stratégies scripturaires hybrides ainsi que les enjeux symboliques qui leur sont afférents dans le roman marocain francophone contemporain. Né de la rencontre coloniale, il inaugure dès son avènement un espace de coopération où s'opposent, s'amalgament, s'interpénètrent, fusionnent
des valeurs, des normes et des imaginaires appartenant à deux systèmes parallèles, voire conflictuels. De sa quête d'un discours sur soi dans la langue de l'autre, émerge un espace où se magnifient les ambivalences, les antagonismes et les paradoxes. Dès son apparition, le roman marocain francophone sera concerné par les changements qui bouleversent la société où il évolue. Son désir d'illustration et de témoignage l'instaure en prisme à travers lequel se profilent l'imitation sociale et les tensions qui leur sont corollaires. Non seulement il va fonctionner comme une caisse de résonance qui transmet en les amplifiant les interrogations sociales, culturelles et politiques majeures, mais il tente de produire, tout en évoluant entre plusieurs sphères linguistiques et culturelles, des postures anti-hégémoniques à l'encontre des archétypes essentialisants et des discours uniformisants. Il va tracer dans ce sens les contours d'un territoire imaginaire où s'affrontent et se confrontent des personnages issus d'univers différents et porteurs sans doute d'identités hétérogènes. Son exploration des dynamiques relationnelles et des discours qui les sous-tendent, qu'ils soient identitaires, altéritaires ou hybrides, l'institue en laboratoire où s'examinent les différentes configurations du vivre ensemble. Conformément à cette optique, nous commencerons par un tour d'horizon réflexif où seront évoqués quelques usages de la notion d'hybridation pour tenter ensuite, si le temps le permet, de les étayer à travers un roman de Tarek Bridgeton intitulé Le mariage de plaisir. Le terme hybridation, il y est dans la conception populaire à une idée de mélange et de croisement. Il renvoie à ce qui est hétérogène et composite. L'hybride, dans cette vision, appartient à deux espèces différentes et parfois antinomiques. Il évolue ensuite pour devenir un fait social représentant la condition de l'être qui, bien qu'il soit issu de catégories distinctes, ne peut se revendiquer ni de l'une ni de l'autre. L'hybridation est une source d'équivoque, décrivant une réalité vague et charriant des préjugés. Or, en se juxtaposant à l'adjectif culturel, l'hybridation étant encore plus son domaine pour toucher à une composante humaine non moins essentielle, la culture, aussi élargit-elle son ambiguïté et développe-t-elle son aptitude à dérouter. Schématiquement, on pourrait dire que l'hybridation culturelle est le résultat de mélange entre deux cultures. Malgré son caractère pertinent en apparence, cette assertion mérite d'être réexaminée. Mieux encore, à son propos, une multitude d'interrogations s'impose naturellement. Qu'entend-on par culture? Y a-t-il, oui ou non, des cultures pures? Dans quelle mesure un mélange serait-il possible? Dans quelles circonstances et à travers quels canaux serait-il perceptible? Je parle des mélanges. Concevoir les cultures comme des blocs monolithiques ou des univers hermétiques devant prémunir leur pureté contre toute menace exogène peut, à plusieurs égards, paraître incongru. Les cultures, au contraire, s'enrichissent dans des rapports d'échange et de brassage. Certaines naissent justement grâce à ce genre de rencontre. Croire cependant que la rencontre se fait toujours dans le respect et la sérénité est chose absurde. À l'ère de la postmodernité, condition coextensive à la globalisation, avec ses différents corollaires, fin du logos, des grands récits, des mythes rassembleurs, massification des flux et porosité des frontières, les écarts différentiels deviennent constatables au sein d'une même culture. Ils fleurissent dans les marges et les interstices et affleurent aussi bien au niveau des productions matérielles, des représentations symboliques, qu'au niveau des discours. De ce fait, de nouvelles identités émergent. Ils créent le tissu conjonctif de l'unité factice par la revendication d'une différence gommée par les dictats hégémoniques de quelque nature qu'ils soient. Processus dont l'ampleur ne manque pas de prendre à contre-pied les dispositifs discursifs et rhétoriques qui entretiennent les mythes de l'homogénéité de la nation
de la pureté de l'origine ou de l'authenticité de la culture, tout en donnant la mesure de ce moment de transit dont parle Homi Bhabha, où l'espace et le temps se croisent pour produire des figures complexes de différence et d'identité, de passé et de présent, d'intérieur et d'extérieur, d'inclusion et d'exclusion. Moment qui prend dans les sociétés postcoloniales, toujours selon Homi Bhabha, l'hybridité culturelle et historique comme point de départ paradigmatique. Dans ce sens, il paraît judicieux de mentionner que dans ces différents usages, le terme hybridation, hybridité, charrie un écart substantiel, selon qu'on l'appréhende dans sa dimension biologique, génétique ou technologique, ou qu'on le saisit à travers ses manifestations littéraires, culturelles et identitaires. Le premier, se rapportant au domaine scientifique, renvoie à une réalité concrète, vérifiable par l'expérimentation. Le deuxième, se rapportant au domaine de la culture, relié par un jeu de rhétorique à ce qui s'impose par la science, la vérification, l'expérimentation, est moins vérifiable parce qu'il est plus abstrait, plus théorique. En clair, l'hybridation culturelle est une métaphore de l'hybridation biologique, métaphore qui évolue en notion, plutôt en concept transversal qui ne manque pas de s'interconnecter, voire se confondre avec d'autres concepts tels que raison, métissage, créolisation, hétérogénéité, donc dans son débordement permanent sur l'usage originel issu essentiellement de la botanique et de la zootechnie, l'hybridation gagne aujourd'hui en popularité ce qui perd en clarté. Il brasse des discours relevant de différents domaines et implique les intervenants de plusieurs horizons pour passer, comme le souligne De Toro, pour le concept le plus important de notre époque. Dans ses travaux sur l'hybridité, Alfonso De Toro a le mérite de proposer pour son appréhension 7 niveaux qui correspondraient chacun à un champ d'application. Dans le cadre de cette intervention, nous nous limiterons de 3 qui semblent offrir et ouvrir en même temps des pistes prometteuses dans l'exploration du roman marocain francophone contemporain. Dans ce sens, l'hybridation peut être envisagée comme une catégorie épistémologique, c'est-à-dire une disposition à penser le monde comme raison dans les intersections, dans une forme transversale et non pas comme dichotomie. Cette perspective trouve dans les productions littéraires marocaines un terrain fécond, dans la mesure où les dichotomies anciennes, tradition, modernité, endogène, exogène, local, global, individuel, collectif, ont tendance à se complexifier, que choisir de les perpétuer comme catégories conceptuelles figées dans l'analyse de nouvelles réalités paraîtrait comme une négation du progrès et de l'enchevêtrement qu'impose la postmodernité globale. Il propose aussi, je parle toujours de Alfonso De Toro, de l'envisager comme catégorie théorique méthodologique, c'est-à-dire la capacité de travailler avec des diverses disciplines. Dans ce sens, le fait littéraire correspond à un terrain fécond situé au confluent de l'anthropologie, de la sociologie, de l'histoire, de la littérature, entre autres spécialités scientifiques. Le va-et-vient entre plusieurs discours scientifiques prévient de tout dogmatisme académique et vitalise l'analyse et lui garantit une certaine épaisseur. Elle est aussi appréhendée en tant que catégorie culturelle, c'est-à-dire stratégie pour la cohabitation d'un espace par différents groupes ethniques, lesquels doivent négocier leurs identités dans un tiers espace qui devient un lieu d'énonciation où se négocie la différence ainsi que la pluralité culturelle. En effet, les dynamiques culturelles et identitaires dans la globalisation ne manquent pas d'affleurer dans l'espace littéraire, puisque c'est une réalité qui charrie des conflits multifaciales et multidirectionnels issus des mutations culturelles et sociales et leurs tensions.
Donc, pour étayer ce propos, nous prendrons pour cas d'étude le mariage de plaisir, roman dans lequel Tarajle retrace le parcours d'une jeune sénégalaise transplantée dans une société arabo-musulmane où règne un conservatisme polymorphe, qui, suite à un mariage de plaisir avec Amir, Prosper l'émotion Tassi, sera voué, à l'instar de ses frères de couleur, à l'opprobre du racisme et de l'asservissement dans un Maroc qui lutte pour son émancipation du joug colonial. Le récit s'étend jusqu'à la période actuelle pour relater les destinées de sa progéniture à la lumière d'une actualité cuisante caractérisée par la montée d'un racisme anti-noir. L'auteur explore l'interstice matriciel de la violence à l'encontre de cet autre en soi, cette altérité colorée, consubstantielle à l'identité marocaine. Il enquête au demeurant sur les substrats du vivre ensemble dans une société traversée par une migration subsaharienne conséquente. Le roman marie le témoignage à la critique sociale, le discours historique au discours religieux, le conte au roman, le nord au sud, l'orient à l'occident, le mythe à la réalité, le noir au blanc, afin de repenser les fondements culturels sur lesquels s'édifient les lignes de partage et les dichotomies hiérarchiques entre ces différentes catégories. Le désir d'articuler, là je parle de comment se manifestent ces croisements dans le texte, et cette partie intitulée Hybridation générique. Donc le désir d'articuler deux imaginaires qui semblent pour le moins antinomiques, de renvoyer dos à dos deux genres littéraires que rien ne prédestine à la rencontre, se manifeste dès le seuil du texte. À la marque liminale roman, identité générique de l'œuvre, succède une indication épigraphique tirée du célèbre recueil des contes et des mêlées nues. Cette succession interpelle, puisqu'il pose de façon implicite la question de savoir la matrice littéraire à partir de laquelle s'énonce le récit. Roman, genre patenté à l'Occident, ou conte des mêlées nues, recueil affilié à l'Orient. L'épigraphe en question correspond à cette permission de narrer sollicitée par Scheherazade lors de la première nuit, qui annonce par la formule consacrée « il y avait une fois le début », formule qui se prolonge dans le corps du texte pour déclencher in medias res la narration. La référence aux mille et une nuits ne se réduit pas uniquement à cette apparition épigraphique. Il parsème le texte. On peut l'attester à travers des citations, des motifs, des figures, mais aussi bien dans le commentaire du narrateur. Celui-ci trouve dans l'expérience de certains personnages des résonances particulières avec le conte. À ce titre, on peut lire à divers endroits du texte, comme dans un conte des Mille et une nuits. La place de recueil dans la vie de Nabou et d'Amir, personnage emblématique du roman, mérite aussi d'être évoquée. Dans ce sens, on peut évoquer un jour, il ramena à la maison une édition de poche de Mille et une nuits qu'il avait achetée sur le trottoir rue d'Italie. Il commence à lire une histoire à Amir, qui aussitôt la continua. Il en connaissait l'essentiel par la tradition orale. Donc, s'il met en lumière un processus de croisement entre écrit et oral, dans le façonnage des imaginaires, il ne manque pas de réactualiser tout en renversant un chien fondateur des Mille et une nuits, celui qui fait de Scheherazade une narratrice qui raconte pour sa survie. Ici, la narration se fait à deux voix et déstabilise par conséquent les rapports asymétriques entre la narratrice et son sultan. Cette narration bifide ou se maintient sur le même pied d'égalité, non sans une certaine tension, l'oralité et l'écrit, d'habitude mise en hiérarchie. Il y avait une fois dans la ville de Fès un conteur qui ne ressemblait à personne. Il s'appelait Gouha. C'est ainsi que commence le récit. Et c'est aussi de cette manière que s'annonce celui par qui il sera énoncé. À la fois sujet narrateur, conteur et objet narré, conté, Gouha surprend. Non seulement par cette superposition des voix, mais aussi et surtout par les attributs qui le caractérisent. Figure minorée, subalterne dont on ne retient dans l'imaginaire populaire arabe que le simplet, le débonnaire, l'ingénu ou encore uniquement le parasite de l'assiette, comme le souligne Jean Dijeux à la suite de Charles Pella, occupe
ici une place de choix. Gouha le risé, le malicieux, le stupide, cède la place à Gouha le sage, le ridé, le généreux. Puisque c'est sous ces traits, sont toutes positifs qu'il apparaît. Ce regard jeté sur le présent passe par des détours, par le passé, ou l'événement colonial. Sa rémanence et sa violence résiduelle ponctuent sa remémoration. Sa présence occupe dès lors une valeur séminale et creuse d'une façon exemplaire une béance où des univers, deux temporalités, deux visions du monde se fécondent mutuellement pour incorporer au gré du récit des éléments disparates et des références hétéroclites. Dans ce sens, le conte, avec ses échappées oniriques, sa tonalité merveilleuse, sa temporalité imprécise, sa finalité moralisatrice et sa truculence orale, se greffe sur des topographies, des toponymies et des chronologies référentielles qui pourraient bien s'apparenter au roman. Ces disséminations référentielles esquissent à la fois une image d'Épinal de l'Orient et enclenchent un processus de réhabilitation de figures, jusque-là minorées. Les mille et une nuits, dans la tradition livresque arabe, Gouha, le bouffon populaire qui devient la voix de la sagesse, et en même temps, il incite la réflexion à raisonner en termes d'origine, de pureté et de frontières. Il faut dire que autant Gouha que les mille et une nuits attestent d'une multiplicité d'origines et au cours de leur pérégrination littéraire et culturelle ont dû subir des altérations et des transformations diverses et variées. Problématique qui surgit au cours du texte, mais sous d'autres apparences. Il est significatif de signaler que ce nomadisme des imaginaires fait pendant à un autre imaginaire, celui des identités et des destins, qui est transmis au gré de l'itinéraire que suit la diégèse, Fès, Dakar, Tanger. À cette première articulation, qu'on pourrait qualifier d'hybridation générique, à l'issue de laquelle émerge une réversibilité conte-roman, double filiation qui met en crise les partages traditionnels entre conte et roman, entre littérature orale et littérature écrite, rivés essentiellement à des a priori et à des convenances théoriques, s'ajoute une autre qui, du point de vue du contenu narratif, lui est parallèle. Il s'agit du mariage de Amir avec Nabou, qui, censé durer pour la période de son séjour à Dakar, évolue en amour auquel s'ensuit le voyage de celle-ci à Fès, pour partager le même toit que la première épouse. Cette relation sera perçue comme une hérésie, puisque les Fassi, je cite le texte, étaient blancs, donc supérieurs aux noirs, d'où qu'ils viennent. Et même s'ils partageaient le même continent, loin de l'idée de se considérer comme des Africains. À l'opposé de certains de ses congénères, qui ne voyaient dans les Noirs qu'une race inférieure, Amir se distinguait par le respect qu'il vouait à ses frères dans l'humanité. De cette fusion des extrêmes, ne serait-ce que sur le plan de la couleur, naîtront deux jumeaux, l'un blanc, Hussein, l'autre noir, Hassan. Fruit d'une hybridation qu'on pourrait qualifier de génétique, qui en même temps qu'il révèle les limites du concept pseudo-scientifique de race humaine, conçu comme un ensemble permanent de traits physiques spécifiques d'un groupe humain, remet à l'ordre du jour une parabole biblique qui a souvent servi pour justifier la domination blanche et légitimer l'esclavage et le racisme en assimilant la couleur noire à la malédiction et au malheur. Donc je me contenterai de ça et je passe directement à la conclusion. Donc le processus de construction-déconstruction du récit offre un espace d'attention rare, celui d'un examen approfondi de la marge et des interstices. Le marginal occupe le centre et engage la réflexion sur ce qui fonde sa marginalité. Le décentrement des couples, fiction, réalité, illusion, vérité, Occident, Orient, blanc, noir, le foisonnement des images, des motifs et des renvois extratextuels rend le texte rétif à la classification. L'hybridation se veut alors un processus qui vise la destruction des normes absolues et définitives, séparatrices et classificatrices. En cela, Tarmajloun multiplie les exemples dans les dessins de montrer les limites d'une conception qui considère la culture comme une entité pure, autogène, faite de ces éléments
propre, sans un secours extérieur. Et il rejoint en cela Edouard Saïd lorsqu'il affirme: loin d'être des entités monadiques, monolithiques, autonomes, les cultures intègrent de fait plus d'éléments étrangers, d'altérité, de différence qu'ils n'en rejettent consciemment. Je vous remercie. Merci Aziz Woudzi pour cette présentation synthétique d'une partie de ton travail en train de se faire, ce processus de recherche sur la question de l'hybridation. Je passe tout de suite la parole au prochain intervenant, Anwar Riachi, de l'université de Knas. C'est un collègue qui travaille beaucoup sur les questions postcoloniales et sur le roman marocain, même si ses premiers travaux de recherche portaient essentiellement sur le nouveau roman, la littérature française. Il est directeur de l'équipe d'études culturelles et postcoloniales et il est membre du laboratoire de recherche sur la culture, le genre et la littérature. Il a publié beaucoup de textes consacrés à des questions théoriques, mais aussi à des questions pratiques, d'ailleurs beaucoup plus à des questions pratiques théoriques, que ce soit dans Récits du corps au Maroc et au Japon, ou dans un autre ouvrage collectif sur la lecture des villes marocaines, mais aussi d'un travail de recherche avec une équipe allemande qui a été publié en 2015 chez Peter Lang. Alors, le titre de ta communication chez Peter Lang, c'était sur la question de... Toujours la réécriture d'histoire, voilà, mais c'était à propos de Ahmadou Kourouma et Yassir. Voilà, c'était ça, une étude comparaison. Je te donne tout de suite la parole. Alors, merci Khalid. Alors, je vais parler aujourd'hui aussi de la réécriture de l'histoire et de la manière dont les écrivains réécrivent l'histoire. Je vais parler aujourd'hui de deux écrivains marocains, Fouad Laoui et Abdelhaq Sarhan. Alors, quand on s'interroge sur la manière dont les écrivains réécrivent l'histoire, et quand on se pose la question sur les rapports entre littérature et histoire, on les envisage de deux façons différentes. La première façon, c'est de placer ces rapports entre littérature et histoire sous le signe de la vérité historique ou du vrai, ou bien sous le signe du temps. Alors, quand on envisage les rapports entre littérature et histoire sous le signe de la vérité, l'écrivain à ce moment-là se propose de faire un travail de reconstitution du passé, et il agit à la manière d'un historien. Il adopte la démarche de l'historien, il consulte des archives et il manifeste un souci de vérité. Ou bien, toujours, quand ces rapports sont envisagés sous le signe du vrai, l'écrivain peut se proposer plutôt d'opérer, de faire un travail de reconstruction du passé et non pas un travail de reconstitution du passé. À ce moment-là, il prend beaucoup plus de liberté par rapport aux matériaux historiques et son souci consiste plutôt à contribuer de manière littéraire à l'intelligibilité des phénomènes du passé, comme montrer par exemple le fonctionnement d'un régime politique ou contribuer à définir un certain type de rapports sociaux. Alors, Marc Ferraud, dans un livre sur cinéma et histoire, estime que La grève des Einstein est une transcription filmique de l'analyse marxiste dans le cas d'une usine russe avant 1905. De la même façon, je pourrais estimer, pour ma part, qu'un roman d'Ahmadou Kourouma, Monet aux tragédies filles, publié en 1990, contribue à sa façon, c'est-à-dire en reconstruisant l'histoire et non pas en la reconstitution, il contribue à sa façon à l'intelligibilité du régime colonial. Ce roman présente l'histoire coloniale de l'Afrique subsaharienne, un siècle d'histoire coloniale, à travers la chronique du règne d'un roi qui s'appelle Djigi Kaïta, roi de Soba, une ville imaginaire située dans l'espace mandingue. Mais là, nous avons une autre conception du vrai, comme le dit Marc Ferraud. Quand les écrivains réécrivent l'histoire, le vrai de l'écrivain n'est pas vraiment le vrai de l'historien. Marc Ferraud dit, ainsi avec les faits imaginaires, l'artiste retranscrit le vrai, rend l'histoire intelligible, ce qui pose le problème de la fiction, de l'imaginaire comme mode d'investigation historique scientifique. Cette question n'est pas nouvelle, puisque depuis longtemps on savait qu'Alexandre Dumas analyse aussi bien Lafrance que Michelet. Fin de citation. En tout cas, que la réception critique les envisage comme relevant de la reconstitution
plus ou moins fidèle, ou de la reconstruction plutôt libre, les rapports entre littérature et histoire, ou cinéma et histoire, ne manquent souvent pas de susciter des controverses liées à la question de la vérité, c'est-à-dire aux frontières entre la fiction et la réalité. Mais quand on envisage les rapports entre littérature et histoire en les abordant sous l'angle du temps, et là je fais référence à François Hartog dans le régime d'historicité, alors là nous avons un autre cas de figure. Alors pour définir ces régimes d'historicité, François Hartog parle de régime d'historicité quand il s'agit d'articuler d'une manière particulière les rapports entre passé, présent et futur. Il dit que chaque civilisation, chaque culture, chaque époque a sa manière d'articuler les rapports entre passé, présent et futur. Et le passage d'un régime d'historicité à un autre au sein d'une même culture est révélateur des différentes crises du temps qui traversent cette culture. Par exemple, 2 siècles après le régime moderne d'historicité, inauguré par la Révolution française et qui est construit autour de la notion de progrès qui est tournée vers le futur, une crise du temps va se révéler à travers une montée du présentisme. Et là je cite Hartog, « La lumière projetée par le futur baisse, le présent devient la catégorie prépondérante, tandis que le passé exige d'être incessamment et compulsivement visité et revisité. » Fin de citation. Donc, quand on envisage d'interroger les rapports entre littérature et histoire sous l'angle du temps, on peut se poser les 2 questions suivantes. De quelle manière les écrivains conçoivent-ils les différents rapports entre passé, présent et futur? Ou comment ces derniers, c'est-à-dire les écrivains et au-delà leurs personnages, habitent-ils littérairement les régimes d'historicité? Alors, dans le cas des écrivains marocains et le rapport qu'ils entretiennent avec l'histoire, il me semble qu'on peut distinguer globalement 2 phases et 2 rapports différents avec l'histoire. La première phase est celle de la décolonisation culturelle. Les récits, pendant cette époque-là, sont souvent de nature autobiographique, mettent en scène des personnages dont l'hybridité, le malaise ou l'inquiétude ne sauraient être compris sans une référence à l'histoire. On se pose la question suivante, comment des individus portent-ils dans leur chair et leur imaginaire les marques même de l'histoire qui est en train de se faire? Et écrire et se dire dans la langue du colonisateur, pour les écrivains de cette époque, revient forcément à se loger dans ce que l'on pourrait appeler à la suite de Frantz Fanon un lieu de déséquilibre occulte, où les rapports entre présent et passé, colonisateurs et colonisés tendent à être complexes. Parmi les écrivains qui ont marqué cette époque, on peut citer rapidement Driss Rabi avec son passé simple et Abdelkbir Khatibi avec la mémoire tatouée. Et un exemple tardif justement de ce type d'écriture est le Fond de la Jarre d'Abdelkbir Labi, publié en 2002. Avec un certain recul historique, l'auteur y revient sur son enfance à Fès pendant les années 40, en cherchant à mettre en relief les liens entre expérience intime et expérience historique. Mais à partir de la fin des années 90, nous avons un autre contexte politique nouveau au Maroc, et les 3 facteurs qui expliquent ce nouveau contexte politique sont essentiellement l'accès de Mohamed VI au trône en 1999, la publication des témoignages des ex-détenus politiques du Bani Mamad, et la mise en place de l'instance équité et réconciliation en 2004. Donc là, nous avons, dans ce nouveau contexte politique, un nouveau rapport au passé. Nous notons un besoin généralisé d'histoire, avec un accroissement du nombre d'historiens non professionnels. Là, et là je cite Hartog, écrire ces historiens non professionnels cherchent à écrire l'histoire que les historiens n'ont pas su ou bien n'ont pas pu écrire. Et on note un ressurgissement de toute une mémoire refoulée, avec un foisonnement dans la presse nationale des récits historiques, des témoignages ou des enquêtes sur certaines périodes du passé, longtemps maintenues dans l'ombre par le récit national, dont on pourrait dire, en citant Paul Ricoeur, que celui-ci s'est imposé comme tout récit canonique, par voie d'intimidation ou de séduction, de peur ou de flatterie, en générant une forme retorse d'oubli, résultant de la dépossession des acteurs sociaux de leur pouvoir originaire de se raconter eux-mêmes. Fin de citation. Donc les écrivains marocains s'inscrivent pour leur part dans cette nouvelle dynamique sociale et convoquent l'histoire du Maroc, la réarticulent et en interrogent les silences en vue d'apporter de nouveaux éclairages sur le passé. Donc je ne citerai pas les titres d'ouvrage, je passe directement à la présentation des 2 textes de mon corpus. Là vous avez Les Temps Noirs d'Abdelhaq Serhan et La Vieille Dame du Riyad. Les Temps Noirs est publié en 2002 et La Vieille Dame du Riyad en 2011. Alors, de quoi s'agit-il dans Les Temps Noirs? Alors, Les Temps Noirs situent l'intrigue du roman au Maroc à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Serhan, dans ce roman, se propose de revisiter une période occultée ou mal connue de l'histoire du pays. Le royaume est sous protectorat français depuis 1912. Le narrateur est son cousin Mouhawhida,
qui est aussi un peu son double, subissent les humiliations de la colonisation au quotidien. Au fur et à mesure que le récit progresse, les deux personnages se voient rattrapés par la légende d'Abdelkrim, le héros de la guerre du Rif, qui s'est battu pendant les années 20, pour libérer le nord du Maroc de l'occupation espagnole, mais qui voulait aussi instaurer une république dans la partie nord du royaume. La vieille dame du riad raconte l'histoire d'un couple français, François et Cécile, qui sur un coup de tête s'achètent un riad à Marrakech. Au moment où ils s'apprêtent à habiter leur maison, ils découvrent dans l'une des pièces la présence mystérieuse d'une vieille dame, qui a environ 100 ans et dont ils ne savent quoi faire. Alors qu'ils se demandent comment déloger celle-ci, le récit bascule brusquement et le lecteur se voit plongé dans des événements historiques qui renvoient à la période du protectorat au Maroc, à la guerre du Rif et à la Seconde Guerre mondiale. Quelles sont les modalités du rapport entre histoire et fiction dans les deux romans? Chez Laraoui, il y a une interpénétration de la fiction et de l'histoire à travers le récit du destin d'un personnage fictif qui s'appelle Taïeb, qui prend part d'abord à la guerre du Rif auprès d'Abdelkrim al-Khattabi, puis à la Seconde Guerre en tant que tirailleur dans l'armée française. Chez Serhan, au contraire, aucun personnage fictif ne prend part aux événements historiques. Sur le plan chronologique, le récit de l'épopée d'Abdelkrim se situe dans un temps antérieur au temps de l'intrigue romanesque. Cependant, l'histoire intervient également sur un autre mode chez Serhan. En plus de l'épisode de la guerre du Rif, il y a chez l'écrivain une volonté de contribuer aussi à la définition du régime colonial, comme le suggère cette citation de Frantz Fanon, placée comme épigraphe à la tête du roman. Le peuple européen qui torture est un peuple déchu, traître à son histoire. Le peuple sous-développé qui torture assure sa nature, fait son travail de peuple sous-développé. Les Temps Noirs se veut donc aussi une transcription littéraire des analyses de Frantz Fanon sur la violence coloniale. Car en choisissant de mettre en fiction la prise de conscience d'un colonisé, Mouhawida, et sa révolte contre le régime colonial, il a été possible pour l'écrivain de définir les rapports de domination au sein de la colonie et de restituer les ambivalences du discours colonial, telles que les explique Baba. On peut dire que c'est de la sorte aussi que le roman contribue à l'intelligibilité du passé. Il reconstruit de façon exemplaire le fonctionnement du régime colonial. Qui raconte l'histoire dans les deux romans? Que ce soit chez Serhan ou chez El Aroui, l'histoire fait irruption dans la fiction sur le mode